Éthique et politique. Dans quelques heures, le premier duel dans la course à la Maison-Blanche. Il opposera l'expérimenté Hillary Clinton à l'imprévisible Donald Trump. Un débat où tout est possible sur fond de sondages très serrés avec une pression maximale et une audience potentielle de 100 millions de téléspectateurs. Le fond, le style, les conséquences. On va analyser tout cela avec nos invités ainsi que bien sûr l'enjeu de ce premier débat que vous pourrez suivre sur notre antenne à 6h du matin. Et en notre compagnie ce soir, Anne Désine, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques américaines, auteur de l'ouvrage La Cour suprême des États-Unis, publié chez Dalloz. Merci de nous accompagner. Avec nous également Marjorie Paillon, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France 24. Vous avez cofondé le blog ilovepolitics.info, qui est un blog sur la communication politique américaine, vue de France. À vos côtés, Alexandra de Hoop-Scheffer, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, directrice à Paris d'un centre de recherche d'un think tank américain. Et vous êtes également co-rédactrice en chef de la revue politique américaine. Nous accompagne ce soir Dominique Simonet, bonsoir. Bonsoir. Essayiste et co-auteur avec Nicole Bacharan de nombreux ouvrages, dont Les secrets de la Maison-Blanche et First Ladies, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Alors, mesdames, messieurs, avant de plonger dans les coulisses de ce débat, je vous propose un résumé des enjeux. C'est avec Stéphane Amalian. On en parle juste après. Regardez. Il devrait être plus de 100 millions ce soir à suivre le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump. Le débat, très attendu, sera diffusé en direct sur 8 chaînes de télévision, mais aussi sur Facebook, YouTube et Twitter. Au programme, 3 thèmes abordés successivement. L'état général du pays et son avenir, l'économie et la prospérité des Américains et les enjeux de sécurité. Le débat politique est un exercice classique aux États-Unis, mais cette fois le duel est inédit. C'est la première fois qu'une femme peut se hisser à la tête de la Maison-Blanche. Mais c'est surtout une opposition de style entre les deux candidats. Côté démocrate, Hillary Clinton mise avant tout sur son expérience et sa connaissance des dossiers. Nous proposons des idées, pas des insultes, des projets qui apporteront une vraie différence dans la vie des gens, pas des préjugés et de la paranoïa. Comme vous le savez, la campagne de mon opposant est très différente. Côté républicain, le magnat de l'immobilier apprécie les sorties fracassantes, notamment sur la politique migratoire. Il y a eu des attaques terroristes islamistes dans le Minnesota, à New York et dans le New Jersey. Ces attaques et beaucoup d'autres ont été rendues possibles grâce à notre système d'immigration très ouvert qui ne permet pas de contrôler les individus et les familles entrant dans notre pays. Hillary Clinton n'a plus que 3 points d'avance dans les sondages. Le débat de ce soir pourrait éventuellement changer la donne, comme ce fut le cas 2 fois, en 1960 et en 1980. Et on va évoquer dans quelques instants les sujets de fond qui seront abordés dans ce débat. Mais d'abord, Marjorie Paillon, sur la forme. C'est un véritable spectacle, un show qui se prépare avec son lot de surprises, de dramaturgie et de tension maximale aussi. D'ailleurs, tout le marketing de ce premier débat a été fait sur la façon d'un ring de boxe. Ça se voit de façon assez phénoménale, notamment sur les réseaux sociaux. Je regardais encore tout à l'heure sur Instagram la façon dont même CNN, même si c'est NBC ce soir qui hoste ce premier débat, la façon dont CNN parlait du débat, on était vraiment en présence de 2 forces, d'un cataclysme politique annoncé. Et c'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne pour l'instant, parce que on ne cesse de le répéter, notamment sur ce plateau depuis le début de cette campagne. On est arrivé, ça y est, à ce match de l'expérience contre le populisme. C'est assez fou de pouvoir se dire ça sur ce plateau-là encore ce soir en octobre 2016, mais on a Hillary Clinton qui incarne en effet peut-être une élite politique trop posée, trop américaine, trop washingtonienne, ce qui est quasiment un gros mot quand on parle aux électeurs américains, face à un Donald Trump qui incarne ce populisme, mais qui l'assume. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui en 2016, c'est que cette parole-là, elle s'est libérée, et c'est surtout un match, on va voir ce soir qui peut l'emporter sur la forme. C'est vrai qu'ils se sont préparés de façon très différente, quasiment pas de préparation. La préparation est importante. Je reste sur la forme et l'audience potentielle. On parle de 100 millions de téléspectateurs. Anne Désine, expliquez-nous. Une audience record, historique, alors que l'on parle d'un rejet de la politique traditionnelle. Comment expliquer cette appétence d'un côté et puis ce profond même désarroi des Américains vis-à-vis de la politique? Oui, alors il y a à la fois un rejet de la politique, mais aussi un rejet des 2 candidats. Il faut savoir qu'ils ont tous les deux un taux de rejet finalement de 60%. Et donc on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont en jeu. C'est-à-dire chacun a été bien briefé par sa campagne sur ce qu'il doit accomplir ce soir.
Pour Trump, il s'agit de ne pas déraper, il s'agit de montrer qu'il peut avoir le tempérament pour être commandant en chef et pour être président. Et puis montrer quand même incidemment qu'il connaît quelques noms de chefs d'État et qu'il a quelques statistiques et qu'il n'a pas simplement des grandes déclarations. Mais les enjeux sont tout aussi élevés pour Hillary. Parce qu'Hillary n'est pas aimée, il y a beaucoup de méfiance à son égard, et donc il faut qu'elle arrive à faire ce que lui a suggéré de faire le président Obama, c'est-à-dire montrer son véritable être, qui semble être un être vraiment généreux. Et vous voyez, j'affiche la couleur. J'allais vous le dire. Après avoir eu des doutes, je pense qu'il ne faut plus avoir de doutes. La neutralité n'est pas de mise ce soir. Elle s'est quand même battue toute sa vie pour les femmes, pour les droits des femmes, les droits des enfants. C'est elle qui, en 95, a dit les droits humains, ce sont les droits des femmes, etc. Donc, il y a tout cet acquis qui est oublié. Et donc, elle doit réussir à faire passer. Simplement, il faut qu'elle fasse très, très attention. Le piège, c'est la condescendance. Lorsqu'elle s'est fait piéger en train de parler des... jugée ainsi, froide, voilà, distance, condescendante, etc. Et il y a non seulement les paroles, mais le corps. Il ne faut pas que, comme Al Gore en 2000, elle regarde ce pauvre Trump d'un air méprisant, en disant « Enfin, mon pauvre garçon, t'as rien compris, t'es pas compétent. » Elle est vraiment comme ça ? Vous la percevez ainsi ? Je l'ai rencontrée 2-3 fois, mais pas en tête-à-tête. Mais dans des petits groupes, elle semble effectivement, dès qu'elle est un peu protégée, beaucoup plus spontanée et généreuse. Mais ça fait 40 ans qu'elle est attaquée, ça fait 40 ans qu'elle s'est construite une carapace. Et l'exemple de son problème de santé est un bon exemple. Elle a une pneumonie. Tout le monde qui a des emplois du temps comme ça, en contact avec tous les microbes de la Terre, peut attraper un microbe. Au lieu de dire « je suis malade, je vais me reposer », elle dissimule. Et ensuite, ça prend des proportions, parce qu'il y a toute la théorie du complot. Donc, elle est très, très malade, elle a Alzheimer, etc. Mais elle ne peut plus s'en empêcher. Elle a été tellement critiquée qu'à chaque fois, première réaction... Alors, on va parler de ce piège et de ses inconvénients. Alexandra Daubscheffer, dans cette course à la Maison-Blanche de 2016, rien n'est habituel. Est-ce que vous diriez que tout est inédit ou presque ? En cela, c'est un moment très particulier de la vie politique américaine et d'ailleurs mondiale. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de le résumer. Les deux candidats sont uniques, notamment Donald Trump. Je reviens à New York où j'ai pu avoir des discussions avec à la fois des représentants démocrates et républicains, et tout le monde s'accorde, essaye de trouver justement une comparaison avec le passé, avec d'autres duels, et on ne trouve pas parce qu'il est complètement unique. Et en même temps, peut-être que Hillary Clinton ce soir est un peu étonnée de se retrouver face à quelqu'un comme Donald Trump. C'est peut-être la plus étonnée. Donc effectivement, il faut qu'elle fasse un exercice de camouflage pour cela et ne pas montrer de condescendance. Mais en même temps, Trump personnifie un certain nombre de frustrations et d'angoisses et de préoccupations des Américains. En cela, c'est un miroir, peut-être parfois déformant, mais oui, c'est un miroir. Absolument. Aussi. Et il y en a un certain nombre. Il y a le doute dans ce que la nation, le pays des États-Unis peut accomplir sur la scène internationale après 15 ans de guerre en Irak, en Afghanistan. Il y a aussi beaucoup d'Américains, notamment les classes moyennes américaines, qui ne ressentent pas les effets de la reprise économique, qui est réelle, mais qui ne ressentent pas. Et puis, il joue bien entendu sur la crainte aussi de la mondialisation et le fait que la mondialisation fait que les États-Unis, aujourd'hui, n'ont pas le même positionnement sur la scène internationale. Argumentaire est très riche. Et qu'elle happe le travail des Américains à l'étranger. On va détailler chacun des points effectivement, que vous avez développés. Qui capte toute une partie de la population américaine. Je vais vous laisser réagir, Dominique Simonet. Juste un mot sur Donald Trump, homme d'affaires, magnat de l'immobilier, mais surtout une personnalité hors norme dans cette campagne et dans le paysage politique américain, une singularité qu'il cultive avec délectation. Écoutez cette déclaration qui en dit long sur l'adversaire d'Hillary Clinton. J'ai les militants les plus loyaux. Vous vous en rendez compte? Je pourrais aller sur la 5e avenue en plein New York et tirer sur quelqu'un au hasard et je ne perdrai pas une seule voix. Les sympathisants républicains me soutiennent largement. Mes concurrents à la primaire sont très loin derrière moi. Un gars comme Jeb Bush, ça n'est pas n'importe qui et pourtant il n'a aucun soutien populaire. Dominique Simonet, on dit et on lit que c'est le débat où tout peut arriver, où tout est possible. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout est possible parce qu'en même temps, on l'a dit, les scores d'après les sondages sont très serrés. Bien que les calculs qui montrent, il ne faut pas oublier que toujours l'élection américaine se joue État par État, donc si on le rapporte aux grands électeurs, c'est peut-être un petit peu plus à l'avantage pour l'instant d'Hillary, mais malgré tout, c'est très serré. Et effectivement,
tout peut arriver. Et on a une singularité. C'est vrai, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça, totalement imprévisible, totalement qui peut dire des contre-vérités et les jeter à la face du monde devant les caméras sans le moindre scrupule. Donc c'est totalement étonnant. Et c'est vrai qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de la forme, parce qu'on va regarder ça comme un match, un peu. C'est vraiment le mâle dominant qui se frappe la poitrine contre la femme politique féministe et qui sert ses dossiers. Pardonnez-moi, est-ce que c'est pas une caricature? Est-ce que c'est pas un peu caricatural comme présentation? Je ne le dis pas de vous, mais présenté ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de nuances chez Donald Trump que certains veulent bien ne pas le dire? Oui, alors on est tous gênés, je vais vous dire. Tous les experts, la vérité, dites-nous la vérité. Tous les experts sont gênés parce que d'ailleurs c'est un débat qui a lieu aux États-Unis parmi les journalistes, notamment pour les modérateurs des débats. Est-ce qu'il faut intervenir? Est-ce qu'il faut non pas prendre parti, mais rectifier les faits, par exemple? Eh bien oui, moi je pense que oui, parce que le rôle des journalistes, des experts et des commentateurs, c'est de dire, attendez, il y a des choses quand même. Et il y a une réalité, et la réalité c'est quand Trump dit je veux faire un mur et ce sera payé par le Mexique, on doit lui dire les Mexicains, excusez-moi monsieur Trump, mais ils ont dit non. Donc voilà, il y a ça. Il y a quand même malgré tout quelqu'un, oui, qui est singulier, qui est un populiste, Marjorie l'a dit, qui est totalement unique dans l'histoire américaine. Puis il y a un autre enjeu, parce que je pense qu'on va quand même parler du fond. Ils seront bien obligés de parler du fond, les deux candidats. L'autre enjeu, c'est quand même ces deux Amériques. Il y a une Amérique qui ne veut pas bouger, il y a une Amérique qui est blanche, qui est crispée sur ses vieilles valeurs, qui regarde dans le rétroviseur, et il y a une Amérique qui est plus représentée par Hillary, bien qu'effectivement elle est traditionnelle. Ça, c'est une radioscopie des États-Unis actuellement. Oui. Ça, on va en parler. Je veux rester encore un mot sur la forme, Marjorie Paillon, parce qu'il y a un unanimisme contre, il faut bien le dire, Donald Trump, et votre badge en dit long, Anne Désine. Mais est-ce que justement cela, il ne va pas en jouer? Le New York Times, qui prend parti quasiment tous les journalistes aux États-Unis, ailleurs, ici, en France. Et on les compte sur les doigts d'une main, les journalistes qui sont pro-Trump. Je reviens sur le malaise, justement, que Dominique mettait en avant. Ce malaise parmi les experts, parmi les journalistes. Attention à ne pas avoir un prisme trop franco-français sur cette élection. Ça me rappelle un petit peu la situation dans laquelle on était en 2004, sur l'élection Kerry contre George Bush, où tout le monde, ici en France, tous nos rédacteurs en chef nous disaient « Mais c'est pas possible, John Kerry va gagner, il peut pas perdre. » Mais si. John Kerry va perdre, tout simplement parce que d'abord c'est un très mauvais campaigner, vraiment un très mauvais candidat en campagne, qu'en plus il a la moitié des électeurs contre lui et qu'il fait une campagne désastreuse face à un Bush qui est typiquement l'incarnation, à l'époque en tout cas en 2004, de cette fameuse personne, ce fameux candidat avec lequel on a envie d'aller prendre une bière à la fin d'un débat. Et ben c'est ce qu'incarne Trump aujourd'hui. Il y a quelque chose contre lequel Hillary Clinton ne peut pas lutter, et c'est le vrai problème de cette campagne, c'est l'enthousiasme qu'est en train de donner Trump et l'élan qu'il a donné à sa campagne et à ses supporters. Et ça, ce gap expérience, froideur contre enthousiasme, malheureusement, il y a peu de chances pour qu'elle réussisse à joindre, ou plutôt à sauter ce fossé, à sauter le pas de cet enthousiasme-là d'ici les 6 semaines qui nous séparent de l'élection. Et son enjeu à elle, ce soir, c'est ça, c'est non seulement, en effet, de paraître plus humaine, de continuer à montrer qu'elle maîtrise les dossiers, mais moins les maîtriser comme une experte, plus comme une petite mère du peuple, entre guillemets. Je mesure les préparatifs, parce qu'on dit qu'elle s'est cloîtrée ces derniers jours avec ses conseillers chez elle au nord de New York pour s'entraîner lors de faux débats simulés avec un faux Trump, histoire de le faire. L'objectif étant de le faire craquer, sortir de ses gonds. Mais ces deux publics ce soir, Hillary Clinton, ce sont non seulement les électeurs indépendants, les électeurs indécis qui ne sont pas forcément les mêmes. Et au-delà de ça, c'est aussi rallier la base, énergiser la base de son propre parti. On en est là sur cet enjeu de débat. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Marjorie? C'est très important ce que vous venez de dire sur le fait qu'il y a une volonté de... Comment dire? J'irai même plus loin. Je pense qu'il y a une volonté chez certains électeurs américains de vertige. Il y a un vertige, il y a une volonté de détruire, de casser. On en a marre de Washington, on en a marre de ce système politique qui bouge pas, on en a marre des élites. Et donc il y a une volonté de casser. Et casser, ça veut dire voter Trump. Et on verra bien. Voilà, c'est un peu comme ça que raisonnent les gens. On verra bien. Et ça, je le crains que ce soit quelque chose qui s'accroche assez souvent aux leaders et aux candidats populistes. Je crains qu'en 2017, on ait peut-être aussi ce genre de choses. Une envie de renverser la table. Vous êtes d'accord, Alexandra de Hoop-Scheffer? Oui, et en même temps, je pense que Hillary Clinton, ce soir, a une carte à jouer, parce qu'effectivement, elle ne peut pas se défaire de cette image d'incarner l'élite politique américaine.
elle ne peut pas. Elle incarne l'élite politique américaine. Et donc son rôle, c'est de montrer que par son expérience, elle est capable, elle connaît Washington, elle a été secrétaire d'État, elle connaît la politique étrangère, elle est capable de réformer Washington et la matière de gouverner aux États-Unis. Et d'ailleurs, un slogan qui aurait bien collé à sa campagne, c'est to make government work again, faire en sorte que le gouvernement fonctionne à nouveau. Et donc moi, à sa place, ce que je ferais, parce qu'elle a une vraie carte à jouer là-dessus, c'est de jouer sur son expérience et aussi de jouer sur le fait que Trump aujourd'hui est très isolé dans son camp. Ça n'a pas échappé à personne qu'un certain nombre de républicains modérés ont signé des pétitions, des lettres disant qu'ils ne soutiendraient jamais une administration Trump, jamais un président Trump. Et donc ce qu'elle devrait faire ce soir, c'est de dire qu'elle est capable de rassembler, de réconcilier à la fois les démocrates, les indécis, notamment convaincre les jeunes qui sont encore en train d'hésiter un petit peu à voter pour elle, et de dire aussi, je suis capable de rallier les républicains modérés qui rejettent la candidature de Trump. Dans ce cas-là, il faudrait qu'elle balaye et qu'elle efface ce qu'elle a dit des électeurs potentiels de Donald Trump. Ça reste quand même une petite marque. Hein. C'est assez incroyable pour quelqu'un d'aussi expérimenté et de politique d'insulter les électeurs du candidat d'en face. C'est incroyable parce que dans le même temps, alors oui, elle traite en effet cette moitié des électeurs de Donald Trump, on va essayer de reprendre les propos et de les citer justement, elle dit qu'ils sont pitoyables, mais le vrai problème c'est que qu'elle le dise dans un dîner de levée de fonds démocrate, ça plaît beaucoup à son public démocrate qui vient lui donner de l'argent à ce moment-là. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, cette phrase, elle sait très bien qu'elle sera répétée, amplifiée, viralisée, et ça donne un grain à moudre absolument incroyable au camp républicain, qu'ils soutiennent ou pas Donald Trump, pour dire, écoutez, regardez, vous savez de qui elle parle là, Hillary Clinton à ce moment-là, cette élite de Washington, elle parle de vous, les électeurs caucasiens, populaires, et ça, c'est un vrai problème encore une fois. Pardonnez-moi, c'est une faute de débutante. Ah, complètement. D'autant plus que... Moi je le dis parce que je vois Yo et Larry sur votre veste. En 2012, Romney a fait la même erreur. Dans un petit cercle, il s'est élevé contre les 47% de ses bigots, etc. Et il a payé un prix très très fort. Donc on aurait pu penser qu'Hillary Clinton, avec toute sa bouteille politique, éviterait ce type d'erreur. Mais pour revenir sur ce que disait Alexandra, bien sûr, elle peut dire... Je vais essayer de tendre la main. Moi, j'ai l'expérience, j'ai travaillé au Sénat. Et l'objectivité oblige à dire que quand elle était au Sénat, elle a effectivement mené des batailles et obtenu des succès avec des républicains. Simplement, il faut voir qui va être élu de l'autre côté. Le Sénat a changé. Là, nous sommes en 2016. Il y a toute la fournée de 2010 de ces Tea Party, de ces extrémistes qui préfèrent eux aussi ne pas voter de budget, ne pas augmenter la dette, faire arrêter l'administration, plutôt qu'admettre le moindre compromis. Donc ça veut dire, et ça va être intéressant de voir si on en parle pendant le débat, et si le journaliste pose la question, parce que quel que soit celui des deux qui sera élu, il ne va pas pouvoir gouverner, parce que de toute façon, il y aura un congrès divisé, et rien ne pourra être voté. Donc on va se retrouver dans la position d'Obama, qui va pouvoir simplement à la marge travailler par décret présidentiel, par executive order. Donc ça, c'est assez grave, et je crains malheureusement que ce soit un grand oubli du débat. Oui. Alors, on va rentrer aussi dans les fonds des dossiers. Juste, je voudrais vraiment avoir votre réaction sur une image. Vous allez la voir, puisqu'en parlant de show et de spectacle, c'est une photo qui a beaucoup fait réagir. On va la voir sur les réseaux sociaux. C'est un selfie collectif avec Hillary Clinton, qui a été publié, je le précise, par son équipe. Une photo prise à Orlando qui montre la candidate, vous le voyez, démocrate isolée face à une armée de jeunes supporters, lui tournant le dos pour prendre un selfie. Je vous vois sourire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle a été publiée par son équipe. Oui, donc qu'est-ce qu'il voulait montrer? C'est vraiment... je trouve que ça symbolise en fait son problème de communication et son manque de proximité avec les personnes qui la soutiennent. Qu'elle soit sur un petit podium avec cette distance et une barrière qui démarque cette distance. Et malheureusement, ça joue pas en sa faveur. Et contrairement à son mari, Bill Clinton, qui avait la capacité à vous émouvoir en vous serrant la main, ou qui était vraiment dans l'empathie, hein, c'était vraiment ce qui la caractérisait. Elle, c'est vraiment tout le contraire. Elle ne souhaite pas le contact direct. Elle est beaucoup plus froide. Et sa réputation, elle est réelle. Elle se vérifie vraiment au quotidien et tout le long de sa campagne présidentielle.
toute comparaison gardée, il y a une photo qu'on a vue récemment qui était celle ici chez nous, de François Hollande, dans son bureau à l'Élysée, avec un cordon. Donc ça symbolise hélas la même distance entre les élites et les gouvernants. Une photo finalement montre et symbolise une fracture réelle. Ça symbolise aussi ce qu'est la politique aujourd'hui, c'est-à-dire le spectacle, l'image et la communication. On l'a réduit là maintenant à un match comme un duel à l'antique. On s'intéresse à la personnalité des candidats plus qu'au fond, et c'est l'image qui compte. On va voir si Trump transpire ou pas. Sur les dossiers de politique étrangère, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sur beaucoup d'autres dossiers, le clivage entre Hillary Clinton et Donald Trump est profond. Un exemple, Trump ne cache pas son intérêt, son admiration même pour Vladimir Poutine, ce qui fait évidemment bondir la candidate démocrate. Écoutez Hillary Clinton. De manière étrange, une fois encore, Donald Trump a fait l'éloge de Vladimir Poutine comme l'homme fort de la Russie. Un dirigeant étranger qu'il préfère à notre président. Ce n'est pas seulement antipatriotique et insultant pour les habitants de notre pays ou pour notre commandant en chef, c'est terrifiant. Anne Desine, comment est perçu Donald Trump sur ce dossier de la politique étrangère? On va parler du terrorisme. Je reste vraiment purement sur la politique étrangère parce que je me souviens qu'à un moment, la CIA avait quand même refusé d'informer Trump sur les dossiers sensibles, comme elle doit le faire avec les derniers candidats dans la course à la Maison-Blanche. Est-ce que cette méfiance est toujours de mise? C'est intéressant parce que traditionnellement, le Parti républicain jouit d'un avantage lorsqu'il s'agit de politique étrangère et de lutte contre le terrorisme. Si on voit la campagne de 2008, par exemple, McCain était bien favorisé par rapport à Obama. 2004, Bush par rapport à Kerry. Pauvre Kerry avec sa planche à voile qui parlait français, etc. Donc voilà. Et là, on a un renversement total. On a l'ex-secrétaire d'État qui est compétente, qui est même un peu faucon sur les bords. Donc ceux qui ont envie d'une politique musclée pour les États-Unis sont rassurés. Et puis de l'autre côté, il y a cet individu qui dit tout et n'importe quoi, qui est sans doute dangereux. Rappelons-nous la lettre ouverte dans le New York Times, signée par... Donc, grosso modo, toute la communauté de la défense, du renseignement, CIA et NSA, républicains comme démocrates, disent cet individu ne peut pas être commandant en chef. Est-ce que sur la proximité avec la Russie, on ne va pas nous trancher ici ce soir, mais est-ce qu'il a forcément tort? Certains candidats ici en France affirment qu'il est temps de se rapprocher de la Russie pour peser sur d'autres dossiers. Est-ce qu'il est vraiment fou en dehors des clous sur tous les points? Alors, il se trouve que j'ai lu le livre d'Hillary Clinton, Hard Choices, qui doit être traduit comme Le temps des décisions en français, que j'ai trouvé un peu long, mais qui est quand même assez intéressant, et que j'ai aussi lu pas mal de propos tenus par le président de l'Ukraine. Quand on ajoute ces deux choses, et ça ne prétend pas être une analyse exhaustive, je crois qu'il faut vraiment se méfier de Trump oui, mais de Poutine en l'occurrence. Et le Poutine d'aujourd'hui n'est pas le Poutine d'il y a 10 ans. Je pense que depuis qu'il est revenu, après sa petite parenthèse, il s'estime vraiment comme le sauveur de la Russie, celui qui va restaurer la Russie. Et il sera très très difficile de travailler avec lui. Alors l'administration Obama a raté le fameux reset, c'est vrai que ça n'a pas été un succès, mais là je pense qu'il sera encore plus difficile de travailler avec la Russie. Alors on a besoin de la Russie pour la Syrie, mais est-ce qu'elle joue vraiment le jeu? On a besoin de la Syrie sur d'autres dossiers, mais il faut faire très très attention. Alors, je voudrais avoir votre avis, Alexandra de Hopscheffer. Est-ce que c'est oui j'emploie le mot caricatural, est-ce que c'est blanc ou noir? Est-ce que Trump est vraiment à ce point naïf, béotien sur la politique étrangère? Alors sur Poutine, il prend acte d'un fait, que Poutine est devenu un acteur géopolitique indispensable, à la fois pour régler la question ukrainienne et pour régler la question syrienne. Actuellement, les États-Unis sont en train de négocier bilatéralement avec la Russie pour essayer de trouver une solution au conflit en Syrie. En Ukraine, pareil. Lavrov et Kerry multiplient les tête-à-tête, même s'il y a de grands problèmes. Bien entendu. Évidemment. Donc il prend acte de ça. Tout comme quand il dit, quand il remet en cause l'existence même de l'OTAN et de la garantie de l'article 5 de la sécurité collective, c'est-à-dire que les États-Unis, il remet en doute la responsabilité des États-Unis à intervenir si un autre État membre de l'Alliance Atlantique était attaqué. C'est très grave. Mais en même temps, son principe de dire que pour les États-Unis, l'Alliance Atlantique est devenue trop coûteuse et les Européens devraient prendre en charge davantage le fardeau américains financier et militaire,
Beaucoup d'Américains l'entendent à Washington, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Et Hillary Clinton, s'il est élue présidente, elle ira se dépêcher lors de sa première tournée en Europe, demander à ses collègues européens de continuer à augmenter leur budget de défense et de davantage prendre leurs responsabilités, aussi bien dans leur voisinage Est et Sud. Donc il n'est pas totalement à côté de la plaque. Il a une position radicale et une rhétorique, effectivement, qui choque, et des propos totalement absurdes qui changent du tout au tout sur les accords commerciaux. Il vient de sortir sa stratégie économique où il dit que les États-Unis pourraient aussi sortir de l'OMC. Donc il y a des choses absurdes, mais quand on lit vraiment, je dirais, les soubassements plutôt idéologiques, théoriques de son argument, il y en a à Washington qui le disent tout bas, mais qui ne le disent pas aussi haut que lui. Donc il est aussi le porte-parole un peu trop bruyant, parfois, de choses qui sont partagées à Washington. C'est pour ça qu'il faudra se méfier de lui ce soir, y compris sur ces dossiers où l'on croit, peut-être trop rapidement, est-ce que c'est votre avis, Dominique Simonet et Marjorie Paillot, que c'est Hillary Clinton qui gagne par chaos? Oui, mais là, ce sont des arguments démagogiques. C'est-à-dire que là, ce que vous dites, c'est que c'est de la démagogie. C'est qu'il va chercher ce qui pourrait plaire en politique internationale à certains, sortant de l'OTAN, sortant de l'OMC, vive Poutine, pour aller les flatter et se rallier des électeurs. On a presque le même discours ici et les intentions de vote ne cessent de monter pour la personne dont je parle. Le réalisme, est-ce que c'est de l'absurdité? On va pas, les États-Unis vont pas sortir de l'OTAN, on va pas construire un mur, le gouvernement ne va pas sortir. Entre les promesses et les actes, quels que soient les candidats, il y a un gap. L'idée plus générale de demander aux alliés européens, mais aussi asiatiques, au Japon, à la Corée du Sud, de partager davantage le fardeau financier et militaire du parapluie en fait américain, que ce soit en matière financière ou militaire, c'est quelque chose de très récurrent dans le discours américain et qu'Hillary Clinton portera avant la guerre d'Irak, et qui s'accélère, parce qu'il ne faut pas oublier que la dette américaine, d'ici 2020, va atteindre 22 000 milliards de dollars. Donc, d'un point de vue de capacité, les États-Unis ne pourront pas continuer à être aussi engagés que ça sur la scène internationale. Vous êtes d'accord avec moi, c'est que ces propositions vont chercher là où ça fait mal, mais elles ne sont pas réalistes. Elles ne sont juste pas réalistes. Je ne sais pas s'il faut analyser de notre côté si ces propositions sont réalistes. Est-ce qu'elles sont écoutées par les Américains? C'est ça aussi la question, Marjorie Paillon. Et en cela, est-ce qu'on n'a pas trop caricaturé Donald Trump comme un agent russe, carrément? Ça a été dit dans les journaux américains. Oui, il y a du vrai. Anne, je vous laisse répondre sur l'agent américain, peut-être. Non, mais russe. L'agent russe. Pour Trump, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Lorsqu'il parle de l'OTAN, de demander aux États européens de cotiser davantage, ça c'est très très bien reçu et c'est assez réaliste et ce n'est pas une revendication récente de M. Trump. Non. Ça fait 10 ans, au moment de la guerre en Afghanistan, en Irak, il y avait une grande section de la population américaine qui trouvait que si les Européens pouvaient se payer ce système de protection sociale, de filet social, c'est justement parce qu'ils ne dépensaient pas assez sur le plan militaire. Donc ça c'est une chose. Mais quand il avoue urbi et orbi son admiration pour un dictateur, ça c'est extrêmement dangereux. Et un dictateur, Vladimir Poutine, avec lequel discutent quand même beaucoup de dirigeants. Oui, j'essaye un peu d'équilibrer parce que malheureusement, vous le savez mieux que moi, c'est la réelle politique. Mais bien sûr, et tout le monde devra travailler avec lui. Mais le porter comme ça au nu, ça rend encore plus difficile de négocier avec lui. Et ça, c'est dangereux. Donc pour moi, il y a quand même deux points différents. Alors, pour l'agent secret et compagnie, il est quand même vrai que, d'abord, il ne montre pas ses déclarations d'impôts. Et je pense qu'il a pas mal de liens avec des activités plus ou moins bizarres en Russie. Et puis, certains de ses proches de campagne ont fait du lobbying pour des entreprises russes plus ou moins licites. Souvent des deux côtés. Moi, je ne veux pas défendre, j'essaie d'équilibrer le débat parce que souvent, on nous fait le reproche sur les réseaux sociaux de ressembler à l'establishment même américain parce qu'on est tous anti-Trump. Ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des nuances. C'est important d'équilibrer. Ce qui est intéressant, en effet, de ce qu'on entend autour de ce débat, et même entre nous, le débat est vraiment féroce, c'est de se dire qu'en effet, Donald Trump arrive à être un catalyseur à la fois de ce réalisme politique ou diplomatique sous certains aspects, et en même temps à réussir à quand même finalement aller au point Godwin en effet diplomatique, quand sur la question du terrorisme par exemple, il accuse Barack Obama et Hillary Clinton d'avoir donné naissance à l'État islamique. Donc on est quand même sur, encore une fois, un Trump qui, et c'est très
intelligent de la part de sa campagne de réussir à capter encore une fois ces questions de la part de ses futurs électeurs. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'aller jusqu'à la frontière. Et sur la question essentielle du terrorisme, pour qui vont voter les électeurs? Ils vont se tourner vers le candidat le plus apte à les protéger, on imagine. Évidemment, quand Donald Trump accuse de passivité Barack Obama et Hillary Clinton dans les attentats, c'est gros. Mais en même temps, est-ce que sa déclaration ne peut pas faire mouche? Aujourd'hui, si on interroge les Américains, ils voient Hillary Clinton comme beaucoup plus compétente sur le terrorisme et sur les questions internationales en général. Hein, ça, il n'y a aucun doute. Après, sur les questions d'immigration, Trump a réussi à en faire aussi une question de sécurité à la fois interne et externe. Et là, il joue véritablement sur les sensibilités, les craintes aussi des Américains, ces amalgames qu'on a pu aussi voir ici en France entre l'immigration, la crise des réfugiés et le terrorisme. Et ça, Trump a effectivement réussi à aussi captiver certaines préoccupations des Américains. Mais ce n'est pas un phénomène Trump, on le retrouve aussi partout ici en Europe. En vous écoutant depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est une sorte d'aspirateur, un attrape-tout. C'est le métro à 18h, c'est-à-dire que tout le monde y monte, c'est vrai, et on a une sorte de kaléidoscope d'électeurs très différents qui peuvent soutenir Donald Trump. Mais c'est ce qu'on dit des populistes en général, quel que soit leur pays, c'est qu'ils posent les bonnes questions. Ouais. Ils posent les bonnes questions, ils apportent en général les mauvaises réponses. En tout cas, là, il y a un certain nombre de réponses qui sont jugées par les gens simplement, je ne dis pas du tout partisans ni rien du tout, mais par le simple bon sens, les juges irréalistes. Oui, je pense que c'est vraiment le... On redécouvre ça au XXIe siècle, mais c'est une forme nouvelle de populisme à l'ère de l'image, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la petite phrase, au temps où on donne juste une appréciation qui tient lieu de propositions populistes. Le débat sera historique et très suivi. Je voulais avoir un avis plus personnel pour conclure, et je vous pose à tous la question. D'abord vous, Daniel Simonet, puisque vous suivez la politique américaine depuis longtemps, qu'est-ce que vous en attendez plus personnellement de ce débat? Moi, je vais le regarder évidemment, comme il y en a deux autres, hein, il faut pas oublier. Donc c'est la première. Mais vous reviendrez pour les autres, vous savez. Le premier round. Je vais le regarder avec attention pour voir si effectivement les deux candidats inversent un petit peu leur personnalité, c'est-à-dire si Trump apparaît plus sage et si Hillary apparaît plus offensive, comme leurs équipes de campagne respectives ont l'air de leur conseiller. Et puis il y a une chose que comme je suis le seul homme sur ce plateau, il faut quand même que quelqu'un le dise, c'est quand même la première femme qui se trouve candidate et qui risque d'être élue présidente. C'est pas rien. Et non seulement, je pense que c'est pas rien aussi, et il y a une vraie difficulté, je pense qu'il y a une vraie difficulté de la part des Américains à réaliser cela, à admettre, parce qu'on lui demande tout et son contraire, parce que c'est compliqué. Et donc, c'est une difficulté particulière pour Hillary, sans doute même peut-être plus difficile que l'a pu connaître Barack Obama pour être le premier président. Même chose, le mot de la fin. En un mot, qu'est-ce que vous attendez, Marjorie Paillon? D'abord, de m'assurer qu'Hillary Clinton est bien celle qui a le plus à gagner ce soir, ou plutôt le moins à perdre dans ce débat. En effet, c'est le premier d'une longue série. Prochain débat, ce sera le 9 octobre pour Fox News et puis ensuite, Fox, et puis ensuite le 19 octobre sur CNN. Il faut qu'elle puisse marquer dès le premier débat ses points et surtout qu'elle puisse, alors ça va être très compliqué encore une fois, mais masquer le plus possible cette surexpérience et rester calme, ne pas répondre aux insultes si les insultes venaient de son adversaire. Qu'est-ce que vous attendez? Trump doit éviter le dérapage. Et Clinton, elle, doit montrer que l'expérience est un atout. Même concision dans la réponse. J'espère qu'on va atteindre le niveau des politiques et qu'en matière économique, elle va montrer qu'elle a un réel programme pour relancer l'infrastructure et que les électeurs, certains électeurs, vont comprendre. Eh bien, nous jugerons sur les faits avec ce débat qui sera retransmis. Vous pourrez le suivre tranquillement à 6h du matin. C'est quand même plus pratique à 3h du matin sur notre antenne, sur Public Sénat. Merci à vous. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le match des idées sur la lourde rechute autour des chiffres du chômage en France. Deux économistes aux solutions opposées seront avec